Au Burkina Faso, une manifestation a eu lieu en l'honneur de Norbert Zongo, ce journaliste mort il y a 20 ans de cela. On va en parler ce soir. On ira également au Cameroun avec ce geste du président Paul Biya, ce geste de décrispation. Les deux derniers sujets, c'est le Togo, Gilbert Bahora, qui dit que le processus électoral est irréversible. Et puis, le groupe des 5 dit suivre avec préoccupation la situation, les derniers développements de la situation au Togo. Autour de moi sur le plateau, j'accueille ce soir Adam Adjono de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Yohannes Akoli, republicoftogo.com. Bonsoir Yohannes. Bonsoir Samuel, bonsoir Adam et bonsoir cher ami juriste. Et Abel Clousset, juriste. Bonsoir Abel. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les amis ici. Bonsoir également à tous les partisans de Laurent Gbagbo, qu'ils soient BT, ivoiriens, africains ou au-delà. C'est vrai qu'on suit beaucoup cette affaire Gbagbo et beaucoup avaient cru que ça allait être aujourd'hui, mais que nenni. Oui. En réalité, ça ne vient pas des médias. Enfin, le problème ne doit pas être attribué aux médias parce que l'annonce vient de la femme même de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, qui, selon elle, a eu l'information de son mari, Laurent Koudou Gbagbo. En réalité, c'est ce soir que les juges devaient se prononcer, mais il se sûr que ça ne serait plus par une conférence de presse, mais que ça serait par un arrêt, c'est-à-dire un acte écrit. Donc ça peut prendre encore plusieurs heures, voire quelques jours. En tout cas, Gbagbo ici sur le plateau. Moi, je suis Ouattara à 100%. En tout cas, on croise les doigts et on suit cette affaire de très près. On va au Burkina. Entre Burkina et Côte d'Ivoire, il n'y a pas une si grande différence que ça aussi. Parce qu'il y a un ancien président burkinabé qui s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes ont manifesté à Ouagadougou pour rendre hommage à Norbert Zongo, journaliste d'investigation assassiné il y a 20 ans. C'était le 13 décembre 2018 à l'appel du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et de la coalition nationale de lutte contre la vie chère et l'impunité. Des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la place de la Nation au cœur de la capitale burkinabé, majoritairement vêtus de rouge ou de noir. Les manifestants ont arpenté quelques artères de la ville, marquant des arrêts pour scander des slogans comme vérité et justice pour Norbert Zongo. Yohannes Akoli, 20 ans après, ce journaliste reste très présent dans la mémoire des Burkinabés. Et des Africains, quelques Africains aussi. Mais de toute la communauté internationale. Vous voyez, d'abord, c'est un confrère, je m'incline. Je m'incline devant la mémoire de cet aîné-là qui a été assassiné dans l'exercice de sa profession. Parce qu'il conduisait une enquête sur la mort étrange du chauffeur, du frère cadet du président d'Allah, Blaise Compaoré, et c'est dans l'exercice de sa profession, parce que les enquêtes après ont quand même révélé que Norbert Zongo avait été assassiné dans l'exercice de sa profession. Il a été abattu en compagnie de trois compagnons. On les a retrouvés, le véhicule eux-mêmes calciné à l'intérieur. Et 20 ans ça fait déjà 20 ans que cette histoire intrigue la mémoire collective du peuple burkinabé et de toute l'Afrique en général, et que jusqu'à ce jour, la lumière n'a pas été encore faite sur cette affaire. On a vu quand Blaise avait été chassé du pouvoir par la rue, et cette affaire avait connu encore de nouveaux rebondissements, et on pensait que avec l'arrivée de l'équipe de Zida et après maintenant aujourd'hui de Roch Christian Kaboré, que quand même justice pourra être faite, mais on constate toujours que c'est toujours l'omerta autour de cette situation. Et moi, je trouve vraiment normal qu'aujourd'hui la société civile burkinabé se relève et demande que justice soit faite. Il faut que l'impunité qu'on mette fin à l'impunité dans ce pays. Je crois que les gens, ils sont quand même dans leurs droits. Vous voyez, ce n'est pas Norbert Zongo seul. Il y a aussi le président Thomas Sankara qui a été également assassiné vachement, et donc jusqu'à ce jour, les dossiers, d'accord, ne sont pas encore
on ne connaît pas encore les situations réelles de son assassinat. Mais quand même, il y a un petit bémol qu'il faut ajouter. On a vu avec au niveau judiciaire, parce que le François Compaoré, le frère cadet du chef de l'État d'alors, qui était quand même directement indécé, et puis bon voilà, la justice française, je crois, a quand même déclassifié ce dossier, a même demandé, c'est-à-dire que M. François Compaoré puisse être extradé vers le Burkina afin de répondre d'un certain nombre d'autres. Mais quand même, c'est quand même un bon début. On va se pouvoir quel dénouement cela va donner. Est-ce qu'on se rappelle de Norbert Zongo pour le travail qu'il a fait, ou simplement parce qu'on suppose qu'il aurait été assassiné par François Compaoré? Tout ça, ça compte, parce que d'abord, il faut dire que Zongo, il n'a fait que 12 ans. Enfin, il n'a eu que 12 ans de vie journalistique, mais il s'est démarqué par la qualité de ses investigations et par son intégrité également, parce que le régime burkinabé en ce moment, comme plusieurs autres régimes en Afrique, arrive facilement à se mettre les journalistes dans les poches, et dans leurs poches. Et pour le cas de Norbert Zongo, ça a été tellement difficile, voire impossible. Et c'est même, comme l'a rappelé tantôt l'ami, c'est même sur une enquête, par rapport à une enquête sur l'assassinat du chauffeur, M. Ouedraogo, de François Compaoré, surnommé au Burkina en ce moment Petit Président, que Morin lui est intervenu. Il faut dire que cette manifestation n'est pas une première, parce que c'est devenu une tradition au Burkina depuis sa mort. Déjà, dès l'annonce de sa mort, comme une traînée de poudre, on a vu qu'il y a eu des manifestations dans toutes les grandes villes, et il a fallu le déploiement des badauds, des miliciens armés de gourdins pour pouvoir terroriser les populations. Mais malgré cela, chaque année, on commémore la triste anniversaire de son assassinat par ce genre de manifestations. Oui, comme on l'a rappelé tantôt, à mon avis, il y a eu des avancées dans ce dossier, ou des choses qui peuvent permettre facilement des avancées. Il est certes clair que au temps de Blaise Compaoré et de la toute-puissance également de son petit frère, le dossier n'avançait pas, si ce n'est qu'il y a eu quelques menus frétins ou quelques boucs émissaires choisis, libérés après par un non-lieu. Mais depuis 2014, avec la chute de Blaise Compaoré et la venue du gouvernement de transition, on a vu les mesures prises par le gouvernement du lieutenant-colonel Isaac Zida. Et aujourd'hui, il y a eu le 5 décembre dernier, l'autorisation d'extradition, ou la validation de l'extradition de François Compaoré par la justice française. C'est vrai, il y a eu appel, on attendra je crois en mars ou avril, la décision de la justice française. Et une fois que François Compaoré serait au Burkina et devant les juridictions, on en saura plus sur cet assassinat. Même si nous ne nous l'aurons pas, on en sait tellement avec les enquêtes à la fois journalistiques comme les enquêtes des organismes des droits de l'homme comme Amnesty International. Adam Adjournou, est-ce que Norbert Zongo aujourd'hui fait partie de ces grands hommes qui ne meurent jamais? Naturellement, parce que vous savez, lorsque vous voyez dans les conditions dans lesquelles l'homme a été assassiné, et jusqu'alors, il n'y a pas eu vraiment d'avancée dans ce dossier-là. Les présumés coupables ne sont pas aujourd'hui, disons, inquiétés, et que, disons, hier, jour pour jour, c'était le 19 ans. Et ce homme, 20 ans. Cet homme-là a été donc froidement assassiné dans des conditions surtout troubles. Mais ce que moi j'aimerais normalement relever, ça fait une succession de cas voilés qu'on n'arrive réellement pas à pouvoir lever, à pouvoir définir des indices cohérents qui puissent quand même faire en sorte que les journalistes ne puissent pas subir ce genre de faits. Parce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un cas encore et qui retient aujourd'hui l'attention de la communauté internationale. Je veux parler du cas de Rassoudi. Et donc, vous savez, les journalistes, dans ces conditions-là, lorsque vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui enquête sur un dossier, ça fait peur. Mais je pense que les journalistes, en ce qui les concerne, tient le bon bout et ne se laisse pas quand même, disons, inquiéter par ces genres d'actes. Et on fait ce qu'on peut
pour quand même pouvoir lever un certain nombre de voix sur des crimes qui sont restés jusqu'ici inconnus. Donc il faut dire, les amis ont déjà tout dit, et je pense que nous attendons que réellement le gouvernement de Roch Christian Kaboré, qui a commencé par démontrer des signes probants de vouloir réellement avancer dans ce dossier-là, puisse réellement faire ce qu'il peut pour réellement connaître les coupables, pour que ceux-là puissent répondre de leurs actes devant les juridictions. Alors, on parle du coupable et tout le monde a les regards tournés vers François Compaoré. Non, mais bon, c'est vrai, c'est Didier Ouedraogo qui a été assassiné. C'est son chauffeur, même Samuel, vous voyez, c'est son chauffeur. Et maintenant, et c'est sur ce cas que Norbert Zongo est en train d'enquêter, mais quand même ça saute aux yeux. Maintenant, c'est vrai que peut-être derrière tout ça, il y a encore d'autres commanditaires qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore vus. Et ils sont toujours dans l'ombre. Donc, c'est vrai, le monsieur François Compaoré, comme Abel l'a dit tout à l'heure, il était le plus puissant, bon, voilà, après le chef de l'État, c'est lui, il faisait quand même régner toute la terreur, toute puissance quand même des régimes. Vous voyez, les régimes africains, ces régimes-là qui ont assez duré avec tout l'argent, le pouvoir, l'aristocratie, tout ce qui tourne autour. Donc, aujourd'hui, le vent a soufflé sur ce pays. Il y a eu quand même un passage à témoin avec le gouvernement de la transition qui était arrivé avec un certain nombre de dossiers qui a dû rebondir, et maintenant avec les élections qui sont passées et que Roch Christian Kaboré est là. Maintenant, moi je pense aussi que ce sont des affaires qui constituent des arêtes dans la gorge de M. Kaboré. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Je crois qu'on en a déjà débattu de ce genre de sujets sur ce plateau. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Dans la mesure où peut-être qu'on va dire que certains sujets sont des secrets défense, il y a un certain nombre de choses. Est-ce que parce que lui-même, il en a longtemps fait le gouvernement. C'est un homme du système. Exactement, c'est un homme du système, un pur produit du système. Donc, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Est-ce qu'il sera prêt à ce qu'on puisse déclassifier un certain nombre de dossiers et que la vérité soit révélée au grand monde? Surtout que c'est un pays aussi menacé par la rébellion. Bon, voilà ces mouvements terroristes qui sont prêts, que Blaise Compaoré nourrissait à Ouaga 2000, il faut pouvoir le rappeler, et qu'aujourd'hui, si l'actuel président veut vraiment aller au fond, on va marquer la pause. On va marquer la pause, à tout de suite. À la une de l'actualité, l'épidémie d'Ebola en cours dans l'est de la République démocratique du Congo a fait plus de 300 morts selon les autorités sanitaires ce vendredi. Les Ivoiriens suspendus à la décision de la CPI, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, seront-ils bientôt remis en liberté provisoire? Les juges de la CPI à La Haye devraient rendre leur décision ce vendredi au lendemain de l'audience organisée à huis clos. Également dans l'actualité, la France a besoin de calme, d'ordre et de retrouver un fonctionnement normal, selon le président français Emmanuel Macron à Bruxelles, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. À Strasbourg, le marché de Noël a de nouveau rouvert ses portes ce vendredi. Le principal suspect de la fusillade, Chérif Chekat, a été abattu jeudi soir par la police. Mesdames, Messieurs, restez en compagnie de New World Info. Signé il y a un an, le CETA sera bien ratifié et mis en œuvre par la France. Addressing security concerns over the North Korea threat, American President Donald Trump backs China on U.S. commitment to stopping the nuclear threat. You blame past administration.
chibenzi bicheke biliemo araba onzumonse. Allez, le Burkina, on va encore dire quelques mots là-dessus. Abel Koussé, d'abord sur l'attitude même de François Compaoré, qui est en train de fuir, hein, disons-le clairement, la justice burkinabé, alors que de son temps, c'est lui qui trouvait que au Burkina, la justice, elle est de ce qu'il y a de plus normal, de plus libre au monde. Oui, d'abord, il faut préciser, et je l'aurai sur ma conscience si je ne fais pas ressortir le fait qu'il est toujours présumé innocent. Je sais qu'une justice indépendante puisse dire le contraire. Donc, il est quand même présumé innocent, mais il faut dire que tout porte à croire. J'avais parlé en temps de la quête d'Amnesty International, je voulais dire Reporters sans frontières. Donc, tout porte à croire que il en sait beaucoup, si ce n'est qu'il en sait trop, à défaut d'être le commanditaire de ce crime. En tout cas, le crime lui a profité et il va de soi qu'il soit attendu, tôt ou tard il sera attendu. Peut-être que dans ce procès, on verra ressurgir encore les gens comme le général Diendéré ou Djibril Bassolé, d'autres personnes également qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné qui reviendront devant les juges dans cette affaire. Mais parlant de Norbert Zongo lui-même, cela doit nous donner une leçon. Quand tu accomplis quelque chose, fais-la avec dignité. Et fais-la comme si tu la faisais pour une dernière fois. Et à chaque fois quand tu agis, dis-toi quelle image tu vas laisser après toi. Il aimait dire ceci, que la vie des hommes écoute encore plus la vie des héros. Et il a perdu la sienne, ou on lui a ôté la sienne à 49 ans. Justement, à 49 ans. Il avait de ces citations. Choc, par exemple, lui disait que ce pourquoi le monde ne va pas bien, ce n'est pas tant l'action des gens qui font du mal, mais c'est l'inaction des gens qui peuvent faire du bien. Donc, il avait de ces citations marquantes, et lui-même, sa vie était marquante. Personne n'est parfait, je ne suis pas dupe. Lui aussi, il a eu à faire des choses, mais ce qu'on a retenu de lui, c'est l'injustice dont il a été victime à travers son intégrité et son désir de faire bien son travail. Alors maintenant, sur quoi on enquête là? Parce que Norbert Zongo enquêtait sur la mort du chauffeur Ouedraogo. Et lui et 3 autres personnes ont été tuées. Alors, la justice veut savoir quoi? Qui a tué Zongo ou qui a finalement tué tout ce monde-là? Oui, bien évidemment. Le sort de Zongo est lié au sort des 3 personnes parce qu'ils étaient dans le même véhicule. Et on présume que ce sont les mêmes personnes qui ont eu à commettre ces crimes. Maintenant, le chauffeur qui a été tué entre-temps et sur lequel Norbert Zongo enquêtait, ça n'a pas été élucidé non plus. Oui, il faut, en principe, il ne devait pas avoir prescription. Il ne devait pas avoir prescription. Donc, le juge peut s'auto-saisir ou la famille. Je ne sais pas s'il y a déjà une affaire pendante devant la juridiction burkinabé pour ça. Et ça m'étonnerait si, surtout après 2014, la famille ou aucun ayant droit n'a saisi la juridiction, ne serait-ce que pour avoir réparation, parce que ce chauffeur, il a été établi qu'il fut torturé avant son décès. Donc, naturellement, il doit avoir des plaintes portées devant la juridiction burkinabé pour que justice soit faite, ne serait-ce que pour que les ayants droit aient réparation. Adam? Vous savez, moi je dis toujours, ce dossier-là vient démontrer à suffisance souvent les critiques orchestrées souvent contre nos juridictions. Parce qu'il a fallu le changement de cap au niveau du Burkina pour qu'on puisse en savoir davantage sur ce dossier-là. Donc moi je me dis naturellement, il faudrait quand même qu'on puisse voir nos instruments juridiques qui puissent ne pas protéger ou quand même faire l'apologie disons de l'impunité, parce que c'est le cas aujourd'hui, parce que pendant tout le règne de Blaise Compaoré, personne ne pouvait savoir réellement les commanditaires, ou du moins les présumés auteurs de ce crime-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une leçon également à tirer, que quoi qu'on fasse, il faudrait que quoi qu'on dise, qu'on soit dans l'arène politique ou dans l'arène décisionnelle de nos gouvernants, il faudrait quand même que justice soit faite pour tous. Et c'est le cas aujourd'hui, et qu'il a fallu le changement
de régime au Burkina Faso pour que le dossier puisse réellement avancer. Oui, avant de revenir sur le cas des instruments juridiques, il faut d'abord dire que même, j'avais parlé de Norbert Zongo, mais même pour ces dirigeants qui ordonnent certaines choses, il va falloir se dire qu'en politique, les choses peuvent aller très vite. Dans la vie en général, mais particulièrement en politique, les choses peuvent aller très vite. Aujourd'hui, on peut être tout puissant, très fort, mais demain, on peut se retrouver tout petit, très faible. Donc, il va falloir qu'on agisse toujours en considérant, en fait, en paramétrant demain, parce que demain demeure un inconnu pour plusieurs. Alors, parlant d'arsenal juridique, il faut dire que l'Afrique a eu à copier beaucoup, enfin, l'Afrique francophone a eu à copier beaucoup de la France. Et la plupart de nos thèses sont moulées, sortent du moule idéologique français. Donc, nous avons, en fait, les meilleures thèses parce que la France a mis plusieurs siècles pour arriver là et nous les avons copiées. Mais le problème chez nous, c'est beaucoup plus les hommes. Les hommes qui doivent mettre ces thèses en pratique. La manière dont ces hommes-là parviennent à leur poste, d'abord, et donc les questions de redevabilité, et ensuite leur probité, leur dignité. Il y a également ça qui pose problème. Je m'en vais terminer pour rappeler le cas du juge Beckett, où on parle souvent dans le landerneau judiciaire de l'effet Beckett. En fait, Beckett, c'était un juge qui fut nommé par un roi anglais, je crois Louis XIV, et qui... non, Ferdinand XIV, quelque chose comme cela. Et après sa nomination, il y avait eu une affaire qui impliquait le roi, en fait, un proche au roi. Et le roi lui avait donné des instructions, il a refusé. Et il aurait dit au roi que c'est la meilleure reconnaissance qu'il devait, de lui avoir fait confiance, c'est-à-dire confiance à ses capacités en refusant ses instructions et en tranchant selon la loi. Et donc, le cas de Beckett a fait un effet boule de neige, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de l'effet Beckett. Et la plupart de nos juridictions en Afrique, les juges ne prennent pas exemple sur ça. Parce qu'on se dit, si tu ne fais pas demain, quand tu auras des problèmes, bon, malgré le principe de l'inamovibilité qui protège les juges, ils sont réticents à jouer pleinement leur rôle. C'est tout l'effet contraire sur les tropiques. Mais moi, ce que je veux dire pour clôturer ça, c'est que pensons aux actes que nous posons aujourd'hui. Parce que tôt ou tard, on finit toujours par se faire rattraper par les actes que nous posons, que ce soit en bien ou en mal. Vous n'allez pas clôturer parce que c'est moi qui vais clôturer. Et je vais revenir peut-être sur ce que le fils de Norbert Zongo a dit. La mort de Norbert Zongo fait partie de ces crimes de sang qui ont ébranlé la conscience collective burkinabé. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Norbert Zongo, de Thomas Sankara, mais il y a eu beaucoup d'autres personnes qui sont dans le site, enfin qui sont morts incognito. Oui, exactement. Bon, c'est le cas burkinabé que nous parlons aujourd'hui, dans pratiquement la plupart des pays où, à un moment donné, les régimes se sont renforcés pour s'ériger véritablement de véritables dictatures. D'accord, vous savez, lorsque vous vous opposez au roi, c'est qu'on doit vous sauter. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a une impunité totale qui règne dans la plupart des pays en Afrique, c'est pas le Burkina seul. Et je crois que avec le mouvement d'ensemble aujourd'hui, avec les organisations de la société civile que nous avons aujourd'hui, qui appellent, qui lèvent la voix à ce que justice et réparation soient faites, je crois que nos dirigeants doivent pouvoir prêter oreille attentive à ces appels-là et voir et faire en sorte que ces crimes-là, comme on le dit chez nous ici, plus jamais ça. Voilà, plus jamais ça, parce que c'est... Plus jamais ça, il y a eu... Bon, voilà, c'est que... il y a eu ça, c'est que mais vraiment, ça n'est vraiment de trop et il faut qu'on arrive un jour à réduire, ne serait-ce, d'accord, ces crimes-là qui sont commis ça et là, et que bon, que nos États, comme il a dit, il faut que les pouvoirs, la séparation des pouvoirs soit une véritable réalité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on dit on a 3 ou 4 pouvoirs, mais c'est que, est-ce que tous les pouvoirs n'arrivent pas véritablement à jouer leur partition? Parce que si les exécutifs donnent des ordres, des orientations aux judiciaires et tout ça et vice versa, et que bon voilà, et que il n'y a pas cette séparation de pouvoir n'est pas une réalité concrète, c'est que nous allons toujours assister à ce genre de situation. Et se voit un peu. Maintenant, Abel aussi a relevé un aspect très important, dit
on a copié nos tests aujourd'hui. Vous voyez même, si on prend le Togo, on a dit on a des meilleurs tests. Oui, la plupart ce sont des tests copiés de la France, de la métropole. Maintenant, ces applicabilités, l'applicabilité de ces tests-là, c'est que nous ne sommes pas encore préparés. Parce que si les autres peut-être ont mis un siècle pour pouvoir en arriver là, nous on ne peut pas quand même en 10, 15 ou 20 ans arriver à ce niveau. C'est pour ça il faut qu'on arrive à tropicaliser nos tests et surtout les adapter à nos valeurs, à nos réalités sociales, idéologiques, culturelles et tout. Tout à fait. Moi je pense qu'aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, il est temps quand même puisque nous avons les profils qu'il faut pour y ajuster ces tests, les adapter à nos réalités. Parce que aujourd'hui, vous voyez, le cas gabonais nous a démontré à suffisance que en réalité, les tests ne sont pas toujours disons, même si les gens critiquent ces prises de position de la Cour constitutionnelle, il faut reconnaître que lorsqu'on a un régime sur place, c'est vraiment, on peut en discuter, certes, mais ça voudrait dire qu'il y a aussi des lacunes dans ces tests-là qui ne sont pas adaptés à nos réalités africaines. Et après 50 ans, je pense est-ce que c'est les tests qui ne sont pas adaptés à nos réalités ou bien c'est parce leur application parce que nous n'avons pas... Non, vous avez donné un bel exemple, l'exemple du Gabon. On a dans le test qui régit la situation, il suffit de constater que on se retrouve dans cette situation et appliquer le test simplement. Non, mais à tout temps, on avait laissé croire à présager que réellement Ali Bongo, disons, je ne veux pas prononcer le mot, mais quand même aujourd'hui, on sent que la personne était dans un cas il est grabataire, certes, mais il n'a pas perdu, mais ça ne voudrait pas dire quand même qu'il faut directement parler de vacances de pouvoir. Aujourd'hui, je pense que les esprits, les idées ont évolué et que chacun essaie un peu de mettre un peu du bémol dans les discours, disons, divagants qui étaient donc prononcés. Oui, là, c'est il y a toujours des gens. Non, c'est vrai. Les tests, on l'a dit que la plupart sont copiés, sont des copies-colles. Mais de deux aussi les hommes qui n'ont pas intérêt. Moi, je viens du réunion tout à l'heure, on dit qu'il y a toujours les forces obscures qui font tout pour que les tests ne soient jamais respectés. C'est ça, un peu. C'est-à-dire que les gens, ils voient leurs intérêts en danger, ils font tout pour que les tests ne soient pas respectés. C'est ça, quoi. Ils mettent les pieds dessus et que ça n'avance pas. Oui, c'est ça. Oui. Non, en fait, pour le cas gabonais, en fait, ce n'était pas un problème de non-application de tests. En fait, c'est que la loi n'a pas dit. C'est dans le silence de la loi que la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise... C'est là où pour moi il y a quelque chose qui est intriguant. C'est dans la loi, il était clairement parlé de vacances. Est-ce que Ali Bongo est en situation où on doit déclarer la vacance? Et là, le hic maintenant. Il a fait un AVC. N'est-ce pas une situation suffisante pour enclencher la vacance? Non, c'est pas une situation. On n'a pas dit que le président a un mal de tête ou il a fait une grippe. C'est un AVC qui doit prendre des mois de médication. Non, mais ça veut dire quoi? Que la présidence attend le président? Faisons abstraction de la personne d'Ali Bongo. La manière dont il est réélu. Voilà. Prenons un président de la République qui est élu au suffrage universel direct. C'est pas parce qu'il a une maladie grave qu'on peut se lever. Une personne qui a été nommée, c'est-à-dire la présidente de la Cour constitutionnelle, qui n'est pas élue, donc peut se lever pour déclarer la vacance du pouvoir et qu'on note le pouvoir suprême à celui qui l'a reçu en principe. C'est pourquoi je dis faisons abstraction de la manière dont Ali Bongo est venu. Donc, qu'on note ce pouvoir suprême là à celui qui l'a reçu de la population. Mais ce qui devait être fait. Je vous suis, mais vous savez que pour accéder à ce pouvoir, ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut être très bien. Oui, c'est là où je veux en venir. C'est le médecin qui doit. Nous sommes des humains. Bien sûr. Mais est-ce que dans le cas d'espèce, son bulletin de santé ne démontrait pas qu'il n'était pas en bonne santé? Donc, on sait aussi qu'avec François Mitterrand que ça peut être falsifié. Mais est-ce que le médecin a établi clairement qu'il est en état de ne plus gouverner? C'est la question qu'il faut se poser. Non, il y a des médecins qui peuvent le dire. Il y a des médecins qui peuvent le dire. Parce que si on ne peut plus rien pour lui, naturellement, on ne peut plus rien. On ne peut pas. Une maladie, excusez-moi, c'est comme une grossesse. On ne peut pas cacher ça pendant très longtemps. Donc, pour revenir sur la tropicalisation de nos tests, moi, je prends ça souvent avec des pincettes. Parce que aujourd'hui, le problème qui se pose, ce ne sont pas des tests. Parce que les dictatures en Afrique ont évolué.
Avant, vous les verrez bafouer nos tests. Mais aujourd'hui, ils ont eu la présence d'esprit de faire venir dans leur rang deux éminents juristes qui manipulent plutôt ces tests-là. Donc, les tests ne gênent plus personne. Et ce sont ces tests-là qu'on manipule. Mais souvent, je suis d'accord, il va falloir, entre griffes, que nos tests soient adaptés à nos réalités. Il faut prendre en compte la sociologie et qu'on sort. Mais généralement, on le dit. Prenons le cas du Gabon. C'est-à-dire que si on adopte un régime monarchique là-bas, c'est adapté à leur réalité parce qu'on a vu que le pouvoir passe de père au fils et que depuis les élections, encore une fois, je fais abstraction de ce qui se passe pour ne constater que des faits. Depuis des générations, on fait confiance à la famille Bongo. Donc pour cela, on dit il va falloir tropicaliser nos tests. Donc au Gabon, il doit y avoir la monarchie. Non, nous n'inventons pas la démocratie comme nous n'inventons pas de l'eau chaude. Les choses, les principes, les grands existent déjà. Il va falloir qu'on les applique tout simplement et le problème est réglé. Pour finir, on parlait tout de suite de plusieurs mots qu'il y a eu au Burkina, mais pourquoi c'est Thomas Sankara et Norbert Zongo? L'ami disait tout de suite qu'on parle de 3 ou 4 pouvoirs. En principe, officiellement, ce n'est que 3 pouvoirs publics constitutionnels. Mais aujourd'hui, si on parle de Norbert Zongo, c'est qu'il y a un 4e pouvoir, non reconnu par la Constitution, comme tel qui existe, c'est les médias. Et Norbert Zongo, il est un homme de médias avec, je crois, c'était l'Indépendant, sa presse. Voilà, donc qui était assez populaire. Et c'est ce qui fait que ça a révolté plusieurs. Quand on prend Thomas Sankara, c'est l'icône qu'il représente pour la jeunesse, mais au-delà même de la jeunesse burkinabé, pour toute l'Afrique et une partie du monde. Sans parler de choses là, de l'Amérique latine et consorts, qui a fait que sa mort n'est pas passée inaperçue. Donc, ce sont ces choses-là qui font que c'est vrai. Il y a eu probablement des centaines de morts sous le régime de Blaise Compaoré. Je dis probablement des centaines de morts, mais ces 2 personnes reviennent avec occurrence. Oui, mais pour rajouter, pour finir aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, manipuler aujourd'hui les tests aussi n'est plus possible parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi l'harmonisation de nos tests par rapport aux communautés auxquelles nous appartenons. Font qu'aujourd'hui, on n'a plus aujourd'hui. Il y a des protocoles. Voilà, les verrous qui sont aujourd'hui. Oh non, moi je suis totalement pas d'accord. C'est plus que possible dans l'interprétation du test. Prenons un exemple, nous sommes tous Togolais ici. Prenons un exemple sur la loi de manifestation. Quand cette loi, elle permet au ministre d'interdire la manifestation sous certaines conditions. Il suffit que le ministre n'ait plus envie ou n'a pas envie de vous voir manifester, il l'interdit parce que la loi lui permet. Donc, une fraude à l'esprit de la loi demeure. Dans la mesure, même si le ministre prend cette discussion, je pense que cette discussion, voilà pourquoi la société civile prend aujourd'hui cette largesse d'appeler au secours de la communauté internationale parce qu'on n'arrive pas à respecter certaines actions. Oui, mais le ministre peut justifier devant la communauté internationale. C'est discutable parce que nous appartenons aux communautés. On va aller maintenant vers le Cameroun. Le président a décidé de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre un nombre de personnes arrêtées dans des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, selon un communiqué qui précise que la mesure concerne 289 détenus. Le test lu à la radio d'État est signé par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, ne précise pas le nom des bénéficiaires de cette mesure. Abel Clousset, curieusement, on prend un test, on ne donne pas le nom des bénéficiaires. Oui, c'est vrai que le test est assez général et impersonnel, ça ne cite pas les noms, mais on nous a fait savoir quand même que ce sont des gens qui n'ont pas commis de grands crimes, qui en fait, en quelque sorte, sont des menus frétins qui seront libérés. Naturellement, pour la famille ou les familles de ces 289 personnes, c'est une grande décision, c'est une très bonne nouvelle, mais dans l'histoire ou pour la crise actuellement en cours au Cameroun et plus précisément dans la zone anglophone, c'est juste un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où l'autoproclamé président de la République d'Ambazonie, c'est-à-dire la zone nord, ne sera pas touchée par cette mesure, y compris c'est plus proche. Et donc, ce sont des menus frétins qu'on libère, mais les gros poissons demeurent et les problèmes du Cameroun demeurent. Est-ce qu'on peut dire que c'est d'abord quelque part le retrait de la CAN au Cameroun qui a accéléré cette décision? J'ai l'impression que Paul Biya veut faire et ne veut pas faire en même temps. Parce que cette mesure, c'est vrai, il faut le dire, quand vous avez une personne en prison, ça fait très mal. Et donc pour ces 289 personnes, c'est quand même énorme, c'est beaucoup. Mais
ça ne règle pas le problème parce que les principaux acteurs sont toujours et resteront toujours en vigueur, en prison après l'exécution même de cette mesure. Alors justement, sur cette mesure, est-ce que ça montre un fléchissement du pouvoir camerounais dans l'approche de la résolution du conflit en région anglophone? Ah oui, mais moi, ce qui m'embête dans tout ça, on a vu la réaction de Jonathan Cohen, des Américains, qui ont demandé expressément qu'un dialogue soit ouvert afin que cette crise soit réglée. Pour un État indépendant depuis plus d'un demi-siècle, et que bon, voilà la zone anglophone. C'est quoi le problème réellement là-bas? Les gens sont frustrés. D'accord, il n'y a pas des infrastructures. La pauvreté est endémique. Mais c'est également une zone où il y a quand même des richesses qui sont tirées sous terre et qu'il n'y a rien qui est fait. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, c'est bien, on va libérer les 289 personnes dont on ne connaît même pas encore les noms. D'accord, ça c'est une première chose. Mais maintenant de deux, est-ce que la problématique la question fondamentale concernant le développement de cette région, est-ce que ces questions-là seront posées dans la mesure où on a un chef d'État qui passe au moins 6 mois à l'étranger et ne connaît même pas ses ministres? Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je regrette parfois l'attitude de nos gouvernants quand, par exemple, on a le mot de tête, ou bien quand souvent on dit chez nous que, par exemple, tu as mal au dos et que tu grattes la poitrine. C'est vrai, en libérant les gens, comme Abel a dit, ce sont les menus frères. Mais est-ce que les vrais acteurs, ceux qui sont devant, c'est l'idée qui clament la séparation, qui veulent avoir l'indépendance, ces sécessionnistes-là, est-ce que quel comportement, quelle mesure le gouvernement Biya veut prendre à l'endroit de tout ce monde-là? C'est pour ça que moi je dis, bon, si l'appel des Américains est saisi au bon et que le gouvernement veut, tel que Jonathan Cohen a souhaité, tel que les États-Unis ont souhaité, qu'il faut qu'il y ait un dialogue direct ouvert avec la partie anglophone, on espère vivement que ce dialogue-là soit ouvert et qu'on puisse échanger avec les différentes parties, c'est-à-dire que c'est les différents protagonistes, afin qu'une solution puisse être, afin que certaines infrastructures, peut-être qu'ils sont à Yaoundé, qui sont peut-être dans les autres régions peut-être développées, puissent être également convoyées vers cette zone anglophone, jusqu'alors délaissée et abandonnée. Alors justement, Adam Adjournou, cette mesure, vous pensez qu'elle va avoir un impact sur la situation, la crise en zone anglophone? Et avant d'en venir, vous savez, il y a des signes probants d'isolement de cette zone-là. Et vous savez, il y a longtemps que des générations supportaient ce mal-là. Et à un moment donné, cela dépasse les bornes et qu'il y a une nouvelle génération qui dit non. Et comme tel, c'est une décision, à mon avis, pour revenir donc à votre question, un peu impopulaire, mais qui risque, ou du moins ce qui permet à Paul Biya aujourd'hui de se faire une santé populaire. D'ailleurs même, aussitôt la décision, lui, vous avez vu tout ce qui est fait, l'amalgame et les ministres s'en accaparent pour quand même clamer haut le bienfait du président. Or, on sait réellement que le mal persiste, est toujours là, endémique, et rien n'est touché. Mais ce qu'il faut dire fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, quand bien même que cette décision, aujourd'hui, on va le chanter, parce que ceux qui en souffrent n'ont pas tellement de voix pour pouvoir clamer haut ce qu'ils subissent. Aujourd'hui, c'est Paul Biya et ses ministres qui ont quand même le monopole de tous les médias, qui veulent profiter de cette décision-là pour calmer plus haut le mal qui est dit un peu plus bas. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que c'est vrai qu'il faudrait repousser ou bien avancer plus loin dans ce dossier-là. Sans quoi, ce sont des jeunes qui vont de plus en plus se rebeller, se révolter et devenir quand même des ennemis karma de la nation, et ce qui n'est pas bon. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait revoir la décision pour carrément ouvrir un dialogue qui puisse quand même, disons, réunir tous les protagonistes et poser le problème et trouver le vrai match. Mais si nous, Paul Biya et ses ministres surtout essaient de poser le problème sur la base politique, je pense qu'une solution adéquate ne serait pas trouvée et qu'on risque quand même de voir cette zone-là avec des rebelles et tout ça. Et Samuel, voyez un peu les chiffres. Depuis que cette crise-là
a commencé, on annonce jusqu'à au moins 700 morts. Hein, donc 500 civils, 200 militaires. Et les gens, plus de 50 000, d'accord, près de 50 000 personnes ont fui leur habitation. Vous voyez que c'est énorme. Ça, c'est ce qu'on a pu recenser, ça. Mais dans la réalité, ce qui se passe là-bas, c'est encore plus horrible. Donc, c'est dire que, au-delà d'annoncer qu'on va libérer 289 personnes, je pense que le gouvernement Biya doit véritablement poser le vrai problème sur la table. Il faut un dialogue ouvert, inclusif, qui réunit pas un dialogue à la Togolais. À la Togolais, c'est-à-dire qu'un dialogue où les vrais acteurs, d'accord, vont s'asseoir autour d'une table et dire, bon voilà, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays, voilà, qu'est-ce que nous voulons pour la zone anglophone, et on pose des débats, et puis on fait des projets structurants, et qu'on aille mobiliser des financements pour pouvoir lancer le développement de cette zone. Alors, ça veut dire, Abel, que ce n'est pas une décision qui est de nature à calmer l'ardeur des... Bon, je ne sais pas si on doit les appeler des ambazoniens. Non, en principe. L'État n'existe pas. Oui, en principe, on ne doit pas dire des ambazoniens. C'est comme si on apportait notre caution à la scission. Voilà. Mais il faut dire que moi, je ne crois pas un seul instant que cette mesure-là va apaiser quoi que ce soit. Au contraire, ces 289 libérés vont prochainement grossir le rang des manifestants, des protestateurs dans cette localité. Mais ce qui se passe est tout simplement triste pour le Cameroun, parce que et quelque part, en tant que Togolais, on comprend un peu ce qui se joue aussi là. Parce que après la Première Guerre mondiale, on voit que le Togo et le Cameroun furent partagés en deux. Il y a une partie francophone, une partie anglophone. Nous, je ne sais pas si c'est la faute à nos dirigeants ou quoi, nous n'avons pas pu récupérer le Togo britannique, mais le Cameroun a eu quand même à récupérer sa partie britannique. Mais depuis, on donne l'impression à ces personnes qui ne sont pas camerounais, parce que depuis des dizaines d'années, ils ont étudié en anglais et consorts, mais quand vous voyez les annonces de l'État et tout, mais c'est seulement le français. Alors qu'il y a une bonne partie qui est anglophone au sein du pays. Donc, même vous prenez le code civil qu'ils utilisent dans les juridictions et consorts, c'est le français, alors que vous avez au sein de votre nation des anglophones. Donc, quand c'est comme cela, la partie anglophone, naturellement, devrait se sentir exclue, et c'est ce qui provoque ces problèmes-là, où, disons, cette guerre, c'est même plus qu'une guerre, je dirais même, à la limite, cette révolution-là, ou cette révolte-là qu'il y a au nord du pays. Mais le président Paul Biya a encore la chance d'être assez âgé. Il connaît l'histoire du Cameroun et naturellement il doit savoir quoi faire pour pouvoir régler ce problème. Mais s'il pense faire confiance à l'armée avec tout ce qui va avec, tant mieux, on verra ce que ça donnera. D'accord. Le patriarche a quand même les cartes en main. On va marquer la pause, on revient après sur le tour.